Bonjour, bienvenue dans cette seconde édition de Cotentin Forever, le magazine qui va éveiller votre curiosité. On a installé nos caméras autour de la maison de la Hague. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des trésors cachés et des talents inspirants de notre magnifique presqu'île. On se met d'abord l'eau à la bouche, dégustation avec un chef cuisinier et une productrice de poivre. Je vous promets, on va se régaler. Inspiration ensuite, nous serons au musée avec un tableau de Paul Signac, nous parlerons peinture. Poursuivons notre voyage avec une découverte d'un savoir-faire, la céramique. Et puis nous irons à Urville-Nacqueville sur un chantier passionnant de fouilles archéologiques. Nous remonterons le temps. Nous resterons ensuite sur l'Estran, un milieu fascinant, encore trop méconnu. Je vous l'avais promis, on va maintenant parler gastronomie avec un produit qu'on n'associerait pas forcément au Cotentin. C'est le poivre. Rencontre avec une productrice à Saint-Maurice-en-Cotentin. On va retrouver Marine qui fait goûter ses produits à Victor, un chef cuisinier. Bonjour Victor. Bonjour Marine. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Les jeunes pousses sont arrivées. On va les goûter? C'est parti. Je suis vraiment contente que tu sois venue. Ouais, je suis très heureux d'être ici aussi. On va aller goûter les jeunes pousses là, qui viennent juste d'arriver. Oui. Tu vois, on est en avril et en fait, courant été, les feuilles vont vraiment se développer. Donc c'est à ce moment-là qu'elles sont les plus tendres. Et ça pousse toute l'année? Ça pousse toute l'année. D'accord. Déjà des fleurs. Déjà du sureau. Attends, 3 semaines d'écart. Moi, pour le restaurant, de toute façon, ce que je recherche, c'est des gens qui travaillent avec nos terres normandes et qui les dénaturent pas et justement qui travaillent avec cette nature. Effectivement, ma plantation est en biodynamie, donc le travail de la terre est fait manuellement. Et j'utilise mes animaux pour l'éco-pâturage. On peut goûter là? Bien On sûr. peut prendre une feuille? Bien sûr qu'on va prendre une feuille. Tu vas voir, c'est délicieux. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? C'est encore très doux, très vert. Je vais te faire goûter une feuille de poivrier de Tasmanie. On est sur une toute autre saveur, tu vas voir, tu vas vraiment apprécier. Je travaille actuellement à comprendre toutes les sortes de poivriers qui existent et qui pourraient s'implanter dans notre climat si particulier. Bah, ils ont pas Oh bah. compris, là. Quentin! Ah bah viens te voir, il te connaît pas. Quentin! Alors tu vois, ça ce sont les ânes avec qui je travaille. Ils entretiennent mes 4 hectares avec les moutons et les chèvres qui sont là. Regarde ici, on a des feuilles foncées de l'année dernière qui sont bien épaisses, presque difficiles en bouche. Ok. Et là, les feuilles sont bien tendres, elles sont de cette année, tu vois. Ouais. Très fines, claires. Et là, je vais te faire goûter la feuille. Bon. Merci. Celle-là, c'est quand même beaucoup plus fort. Tout à l'heure, on avait la douceur. Là, on a vraiment la force. Bon, en tout cas, vivement que les baies arrivent. Je suis impatient de faire goûter ça aux clients. Je viendrai goûter ça. Victor, bienvenue dans ma boutique. Maintenant, on va parler de poivre brut. Donc là, le poivre de Tasmanie. Et tu vas me dire à quoi ça te fait penser, quel plat tu verrais avec. Bah, moi, avec ce poivre, je ressens tout de suite des notes vraiment très épicées.
épices un peu chaudes, fruits confits aussi légèrement, comme de la banane, même presque ça tirerait sur le cacao presque. C'est assez intéressant. Et avec ces notes aussi de fruits rouges très mûrs. Et donc ça, je pense que ça pourrait très bien se marier avec un crabe de nos côtes, quelque chose comme ça, y amener beaucoup de gras quand même, pour venir balancer justement cette piquance et surélever aussi toutes ces saveurs. Je ramène le poivre de Normandie au restaurant, on va le travailler avec mon équipe, parce que le poivre de Normandie c'est vraiment une pépite du Cotentin, et on va essayer de faire un plat génial avec. Le Cotentin a inspiré de nombreux artistes, des réalisateurs de cinéma comme Jacques Demy, des poètes comme Jacques Prévert, et puis évidemment de nombreux peintres. On pense à Jean-François Millet, venu s'inspirer de La Hague, et à Paul Signac aussi, qui lui a peint le Val de Serre. Partons à la découverte de l'un de ces tableaux, le phare de Gatteville. Nous allons en parler avec Louise Allais, elle est conservatrice des musées de Cherbourg-en-Cotentin. Bienvenue au musée Thomas-Henry de Cherbourg-en-Cotentin. Thomas-Henry, c'est le personnage qui est représenté ici en buste. C'est un marchand d'art du début du 19e siècle qui a offert à la ville de Cherbourg un ensemble de 164 peintures et sculptures pour l'édification d'un musée. Là, je suis au début du parcours du musée et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a mes œuvres préférées au début, ce sont des tableaux assez incroyables de la Renaissance italienne. Mais c'est pas ces tableaux qu'on va aller voir aujourd'hui, on va aller voir des peintures de marine du Cotentin. La mer, c'est pas forcément ce qui inspire le plus Jean-François Millet, qui est l'artiste le plus célèbre du Cotentin au XIXe siècle. En revanche, le territoire l'a énormément inspiré, plus particulièrement la campagne et les falaises environnantes. La mer déchaînée, les vagues qui viennent s'écraser contre le phare de Gatteville, ces nuages noirs menaçants et ces hommes qu'on essaye de sauver qui sont écrasés par la puissance de la nature. Un qui a été beaucoup inspiré par le Cotentin et la mer, bien sûr, c'est Paul Signac. Tu vois, là, c'est une vue du phare de Gatteville. Je pense que c'est vu depuis le jardin de son atelier à Barfleur. Je crois, mais ça, on ira le vérifier sur place tout à l'heure. Alors, Signac, boîte numéro 3, voilà. Là, on va trouver encore un dessin de Paul Signac sur le même sujet, le phare de Gatteville. Et ce qui est très émouvant dans ce dessin, c'est qu'il a été peint sur un petit papier à carreaux, vraiment carnet de croquis. Et là, on est vraiment dans le travail quotidien de l'artiste. Ce point de vue, il l'a pris depuis sa maison, qui faisait face au phare de Gatteville. Cette maison, vous savez qu'elle existe encore aujourd'hui. Et oui, Paul Signac a vécu dans le petit port de pêche de Barfleur. Il découvre ce port à la fin de sa vie, il y achète une maison en 1931 et il y passe 4 étés jusqu'en 1934. À Barfleur, il apprécie le climat, il apprécie la mer, qui est une passion chez cet artiste qui était aussi un marin, et il apprécie la relative proximité de Paris. Lors de ces étés, Signac fréquente les pêcheurs, le gardien du phare de Gatteville. Il passe beaucoup de temps à naviguer. C'est un grand amateur de bateaux. Il en a possédé jusqu'à 18 au cours de sa vie. Et il passe l'autre partie de son temps à travailler dans le jardin qu'il a installé à l'arrière de sa maison. Il peint principalement des petits croquis, des petits dessins, comme ceux qu'on peut retrouver au musée Thomas-Henry. Le tableau du musée Thomas-Henry, le phare de Gatteville, a été peint juste ici, à l'arrière de la maison de Paul Signac. Ce qui est intéressant dans la représentation du phare de Gatteville par Signac, c'est qu'il n'est pas du tout dans un niveau de détail très poussé. Au contraire, il simplifie à l'extrême la silhouette du phare, du sémaphore, pour en faire un simple signe graphique. Ce que cherche avant tout Paul Signac, c'est la représentation de la couleur la plus pure, la plus intense possible, à l'aide de touches juxtaposées les unes à côté des autres. Ça, ce sera véritablement la grande quête de toute sa vie. La chance qu'il avait d'avoir sa maison ici. En même temps,
Quand même beaucoup de vent. Merci à Louise Allais. Vous pouvez visiter le musée Thomas-Henry toute l'année. Le Cotentin, terre d'inspiration des artistes, les peintres d'hier et les artisans d'aujourd'hui. Nous allons rencontrer Adélaïde. Elle est céramiste, elle exploite une technique ancestrale. Lisa l'a rencontrée. Ah, Adélaïde, te voilà. Bonjour Lisa. Bonjour, je t'ai cherché assez longtemps parce que t'es bien cachée ici. Alors, tu m'as donné rendez-vous donc à la Vallée des Moulins. Pourquoi ce lieu? Pour te faire une petite blague, tu pensais me trouver à l'atelier et là, on est en pleine nature. C'était pour te montrer qu'au détour des balades que tu peux faire dans le Cotentin, en particulier dans ce lieu, tu peux trouver des argiles. Et c'est avec ce type d'argile que je façonne, que je décore et que j'étanchéifie mes pièces. On est dans une ancienne carrière d'argile ici. Mais entre la terre que tu vois ici, cette argile-là, et la vaisselle d'usage que je peux te proposer, il y a toute une série d'étapes. Oui, j'imagine. On a vraiment hâte de découvrir ça alors. Moi qui pensais que c'était un métier d'intérieur, en fait finalement t'es autant à l'extérieur. Ah bah tu vois, c'est ça, la céramique paysanne contemporaine. Tu m'as parlé du fait qu'il y avait une multitude d'étapes. Alors on commence par quoi? On va commencer par la transformation des argiles en sigillés. Les argiles que tu vois ici, qu'on a rencontrées à la Vallée des Moulins, je vais d'abord les concasser, les mélanger dans une grande quantité d'eau de pluie. Ensuite, je vais les laisser dormir pendant au moins une nuit pour que ça décante et ensuite, je vais les soutirer. Là, il y a quelques petites racines, c'est rien de plus. Voilà. Je jette la terre dans un bac en chêne. Je mélange l'argile dans une grande quantité d'eau pour que toutes les particules puissent s'expandre. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Vas-y. Oh, elle est gelée. Ça te rappelle quand tu étais petite? Hier, j'ai préparé un bac d'argile qui a décanté toute la nuit. Tu vois, les plus lourdes particules sont tombées au fond, les plus fines sont restées en suspension et ce sont ces plus fines particules-là que je vais utiliser pour étanchéifier les pièces. On va voir ça tout à l'heure à l'atelier. Ok. On continue dans l'enfance. Parce que c'est toi qui vas aspirer ces fines particules d'argile précieuses qu'on va récupérer pour nos bols. Alors tu vas aspirer ce tuyau. Dès que tu sens qu'il y a de l'argile qui arrive, tu souffles et tu poses. Surtout, vas-y, aspire, aspire, aspire. Allez, vas-y, lâche, vas-y. Ah, presque. On a bien rigolé tout à l'heure au soutirage. Oui, c'était inattendu. Alors qu'est-ce qui m'attend maintenant? Maintenant, je vais pas te laisser essayer. On va tourner des bols. Donc, il faut se centrer, il faut se poser. C'est méditatif comme activité. Donc tu penses à quoi en faisant ça? À quoi je pense quand je tourne? Je sais pas trop. Ça dépend des fois. Je peux penser à la pièce que je réalise, je peux penser à la personne pour qui je la fais, je peux penser à la terre, à la connexion que j'ai avec elle. Je trempe le bol dans la sigillée pour décorer et étanchéifier les pièces. Je vais superposer les couches par trempage, par vaporisation et tout ça va se révéler par le feu. Je t'emmène voir une sortie de four? Avec plaisir. Alors, ça n'a pas l'air cassé. Oh, c'est super!
Ça te plaît? Ah bah oui, oui, oui. Ça me donne même envie de faire pareil en fait. Donc je vais peut-être aller voir dans mon jardin si j'ai pas un peu d'argile. Si tu rencontres des soucis avant d'en arriver là, t'es la bienvenue. C'est comme ça que j'ai commencé, en fouillant dans mon jardin. Merci Adélaïde pour cet accueil chaleureux et cette belle création que vous pouvez retrouver dans les offices du tourisme du Cotentin et sur encotentin.fr. Poursuivons notre exploration dans l'espace et dans le temps. Nous allons retrouver Floriane Anger-Valogne, la directrice du tour Maison de la Hague. Bonjour Floriane Anger-Valogne. Bonjour Jacqueline. Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Avec plaisir. Lieu emblématique du Cotentin qui date du XVIe siècle et qui a eu plusieurs vies. Oui, c'est ça, puisqu'au tout début, c'était une ferme fortifiée, donc avec une vocation défensive. On a encore les traces d'une échauguette, d'une meurtrière, d'une tour circulaire. Et au fur et à mesure des siècles, le bâtiment s'est anobli, donc des familles nobles l'ont occupé et l'ont agrémenté de caractéristiques nobles comme un pigeonnier, une boulangerie, une chapelle, qui en fait un établissement patrimonial vraiment typique du Cotentin. Ensuite, ça a été exploité comme exploitation agricole en fait pendant des siècles. Pendant le XXe siècle, ça a été occupé par divers fermiers qui l'ont exploité. Et puis en 1995, ça a été acheté par le Conservatoire du Littoral, qui est encore aujourd'hui le propriétaire du bâtiment et des terrains. Et ensuite, en 1998 jusqu'à 2002, ont eu lieu des énormes travaux de rénovation menés par la commune de La Hague qui aujourd'hui exploite l'établissement. Et depuis 2002, Floriane, ce bel endroit est accessible au public? Oui, donc depuis son ouverture en 2002, le manoir du Tour est devenu un lieu de référence pour la découverte du patrimoine local, de La Hague et du Cotentin. Et on essaye de donner au public les clés de compréhension du territoire au travers plein d'activités, un parcours spectacle immersif qui est notre principale attraction, mais aussi des expositions temporaires, des animations, des manifestations pour en faire un lieu vivant et accessible à tous. Et depuis quelques années, aujourd'hui, le manoir du Tour se positionne pour être la maison d'accueil du Géoparc, label auquel prétend la commune de La Hague. Ce projet de Géoparc, c'est un gros projet, Floriane. On va en parler. On rentre dans le pigeonnier pour se poser? Allons-y. Ce label Géoparc, c'est un label qui est lié à l'UNESCO. Oui, il est décerné par l'UNESCO pour mettre en valeur les territoires qui ont un patrimoine géologique exceptionnel. On peut voir dans La Hague les traces de 3 anciennes chaînes de montagnes. On y trouve les plus anciennes roches de France, donc qui en fait un territoire vraiment exceptionnel au niveau géologique. Donc avec le label de l'UNESCO, on doit mettre en place plein d'actions de sensibilisation à l'environnement et au développement durable, ce qui est le cas au Manoir du Tour, où aussi on a développé une offre pour faire découvrir au public la géologie de La Hague, qui est forcément un sujet qui n'est pas très facile d'accès, mais grâce à un film qui est diffusé dans la chapelle, qui s'appelle La Hague, récit minéral d'une planète en mouvement, et aussi à une frise des temps géologiques qui raconte l'histoire de la Terre, donc sur 4,6 milliards d'années, dans lequel on a replacé l'histoire de La Hague. Vous nous parliez d'archéologie, Floriane. Il y a quelques années, vous avez accueilli ici une exposition particulière. Oui, l'exposition Le Peuple des Dunes, qui visait à valoriser les fouilles archéologiques réalisées par Anthony Lefort sur la plage d'Urville-Nacqueville, dans laquelle il a découvert un village gaulois. On va tout de suite en reparler. Merci beaucoup Floriane Anger-Valogne. Merci à vous. On reparle de ces fouilles à Urville tout de suite avec Anthony Lefort, chercheur à l'INRAP. Bonjour Anthony Lefort. Bonjour. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à Urville et à ces fouilles archéologiques? Alors, Urville, c'est un site que j'avais vu passer au cours de mes études. Parce que j'avais déjà amorcé mon projet de recherche sur les relations transmanche à la fin de l'âge du fer, à la fin de l'époque celtique. Et ce site-là était déjà passé dans mon radar. Et quand j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir interroger ce site dans le cadre d'une thèse, j'ai saisi l'occasion. Et donc, mais par contre, je pensais pas que ça allait m'amener justement à développer une relation aussi particulière avec ce territoire. Parce que ce sont des découvertes assez incroyables qui ont été faites sur ces plusieurs années de fouilles. Oui, puisqu'on a fouillé en gros entre 2009 et 2017, avec très peu d'interruptions, entre 2014 et 2015, je crois.
de mémoire. Donc évidemment plusieurs années de fouilles. Et donc forcément, qui m'ont amené à m'installer moi justement dans le Cotentin, grâce justement, ou à cause, c'est selon, de ce projet de fouille qui m'a fait découvrir ce territoire auquel je suis très attaché maintenant. Alors sur place, vous avez fait des découvertes et ce qui vous ont permis de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a des années avant nous. Et oui, évidemment. Parce que moi, je suis arrivé pour fouiller ce site-là justement dans le but de répondre à des problématiques bien précises. Et donc le but, en gros, c'était de documenter les relations qu'ont pu entretenir les populations gauloises de Normandie notamment et les autres populations celtiques installées sur les rives du sud-centre de l'Angleterre, donc en gros le Dorset, pour faire simple. Et évidemment, les résultats qu'on a obtenus sur cette fouille ont dépassé un peu nos espérances. Vous en avez appris sur le quotidien de ces Gaulois ? Oui, alors le quotidien, ça c'est un peu c'est notre pain quotidien, c'est le sujet qu'on développe le plus. Mais là, on a pu aller bien plus loin que ça, puisqu'on a pu étudier justement les interactions économiques, sociales entre deux populations différentes, et même aller encore plus loin que ça, puisqu'on a pu finalement illustrer, renseigner en tout cas quasiment toutes les étapes de la vie d'un Gaulois sur le site d'Urville-Nacqueville depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il y a un objet ou une chose en particulier que vous avez trouvé qui vous a particulièrement marqué ? Non, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est pas spécialement des objets, mais c'est plutôt les sépultures qu'on a pu découvrir à proximité de l'habitat qu'on fouillait initialement et qui donne du relief justement encore plus de relief à ces découvertes-là, puisque là on touche directement l'homme, quoi. On touche l'humain et effectivement on a notamment des sépultures de tout petits, des enfants qui sont nés qui sont décédés dans les premières semaines de leur vie, et ça c'est particulièrement touchant. C'était un chantier qui n'a pas été facile à réaliser parce qu'il y a des conditions extérieures auxquelles s'adapter, notamment les marées. Oui, évidemment, c'est un terrain, l'estran sur lequel on a fouillé, c'est un terrain sur lequel on n'a pas l'habitude d'intervenir en archéologie, et qui implique justement des problématiques techniques bien spécifiques qui sont liées justement, par exemple, vous l'évoquiez, aux marées qui recouvrent le site quotidiennement. Donc il a fallu s'adapter, mais voilà, avec toutes les contraintes liées forcément à l'humidité, les infiltrations d'eau qu'il a fallu aussi gérer. Mais toutes ces contraintes-là ont aussi un côté très, très bénéfique pour nous, c'est qu'ils participent de la très bonne conservation des vestiges. Et ça, c'est justement ce qui fait le grand intérêt du site d'Urville-Nacqueville. C'est qu'on a accès, grâce à cette humidité constante depuis l'abandon de ce site-là, à des données qui disparaissent très rapidement dans les contextes sédimentaires habituels. C'est-à-dire, ce que je dis souvent, c'est que si on avait fouillé ce site 200 mètres à l'intérieur des terres, on n'aurait absolument pas eu toutes les données qu'on avait là. On n'en aurait même pas eu la moitié. Merci beaucoup, Anthony Lefort. Nous venons de le voir avec l'archéologue Anthony Lefort, l'estran est un milieu captivant. Partons maintenant plus loin dans la découverte de cet écosystème qui est aussi fragile, d'où la nécessité de sensibiliser le public. Faisons le point sur ce milieu encore trop méconnu. Le Cotentin, encerclé par la Manche, est un territoire marqué par des influences océaniques. Son littoral est un milieu d'une grande diversité, avec des évolutions quotidiennes significatives. L'estran est un secteur où ces changements sont facilement observables. Cette partie du littoral est périodiquement recouverte à marée haute et découverte à marée basse. Cet événement se produit 2 fois par jour. Il est le fruit de 2 forces. D'abord, la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur la Terre qui provoque une déformation des océans. Puis, vient s'ajouter la force centrifuge liée à la rotation de la Terre sur elle-même qui reproduit cette déformation à l'inverse.
Toutes ces conditions créent un environnement hostile où les éléments non vivants rendent la vie dure aux organismes qui y vivent. Effectivement, les animaux et les végétaux doivent être adaptés de façon à supporter un milieu à la fois submergé et immergé. Ils doivent, par conséquent, éviter l'assèchement à marée basse sous la lumière directe du soleil ou du froid agressif de l'hiver. Lors de la marée haute, quand le milieu est recouvert, ils deviennent alors marins, avec l'arrivée de la mer. Tous les facteurs abiotiques s'en trouvent bouleversés en termes de température et de salinité. De cette façon, l'estran est classé en 3 zones, selon son niveau de recouvrement. Les zones supralittorales, médiolittorales et infralittorales. Chaque zone abrite des espèces adaptées à ces conditions particulières. Ces milieux agissent comme des nurseries où les jeunes organismes marins peuvent grandir en sécurité. Ils sont également source d'alimentation pour une multitude d'espèces et offrent des services écosystémiques tels que le filtrage des particules dans l'eau, l'absorption du CO2 et la stabilisation des sols marins par la sédimentation. Il est donc impératif de protéger l'estran, car il joue un rôle crucial dans le maintien de la santé et de l'équilibre des écosystèmes marins. En supprimant l'apport de pollution d'origine humaine dans ces environnements sensibles et en respectant les règles de pêche à pied, nous pouvons contribuer à préserver ces habitats précieux. En limitant notre impact sur ces zones, nous assurons la survie des espèces marines qui en dépendent et préservons la biodiversité globale du Cotentin. C'est la fin de cette 2e édition du magazine Cotentin Forever, le magazine qui éveille les curiosités. Vous pouvez voir ou revoir le magazine, l'écouter également en podcast sur encotentin.fr. À très bientôt, je vous laisse avec ces superbes images du Cotentin. Échapper à l'ordinaire,